Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur l'ORTM. Cet après-midi, à Koulouba, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le directeur général de Orange Mali. Nous vous proposerons les images de cette audience au cours de ce journal. En attendant, à l'occasion de la visite de travail en République algérienne démocratique et populaire de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain, samedi 18 janvier, les membres de la délégation présidentielle à 9h, les membres des corps constitués désignés à 9h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 10h. Le tout nouvel ambassadeur de la République d'Indonésie, qui a présenté hier ses lettres de créance au chef de l'État, a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Omar Tatamli. André Diati était venu exprimer au chef de gouvernement tout son engagement à travailler dans le domaine de l'éducation et du commerce pour renforcer la coopération entre les deux pays. André Diati, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Nando Bandeli. Today I met the Prime Minister. On s'est rencontré avec monsieur le Premier ministre pour comme une visite de courtoisie. Comme vous savez bien que monsieur l'ambassadeur vient juste de présenter ses lettres de créance hier au monsieur le président de la République et il souhaite bien donc avoir donc l'appui pour renforcer la relation bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur souhaite bien donc pouvoir renforcer la relation bilatérale dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du commerce et aussi dans le domaine de la coopération technique avec le Mali, et il souhaite bien donc pouvoir donc avoir une facilité de pouvoir donc renforcer cette relation avec toutes les autres autorités maliennes. Le nouvel ambassadeur d'Indonésie à sa résidence à Dakar. Nous restons à la primature où 8 agents ont fait valoir leur droit à la retraite ce vendredi. La cérémonie de départ s'est déroulée dans les locaux de la primature. Occasion pour le chef de gouvernement d'offrir un cocktail aux nouveaux retraités qui ont servi leur pays pendant des années. Fatoumata Kone. Ils sont inspecteurs des services économiques, inspecteurs des finances, inspecteurs du trésor, administrateurs civils, aides archivistes et plantons. Ils sont au nombre de 8 agents relevant des services administratifs et financiers de la primature à prévaloir ce vendredi leur droit à la retraite. Au cours de leur fonction, ils ont relevé les défis liés à la gestion administrative et financière. Chaque départ de collaborateurs, une préoccupation certaine quant à la capacité de notre administration à relever les défis pour combler le vide qui se crée. Le grand défi auquel notre administration est confrontée de nos jours est sans nul doute l'accélération du rythme des départs à la retraite d'agents chevronnés. Il nous faut donc, tout en assurant la relève par une génération nouvelle de serviteurs de l'État, trouver les passerelles qui permettent de continuer à bénéficier de l'expertise des seniors dont l'administration peut capitaliser le professionnalisme, la ponctualité, l'abnégation au service de l'intérêt général et le sens élevé de l'État. Le porte-parole des retraités a formulé des vœux et souhaité plein succès au chef du gouvernement. La construction d'une nation repose sur ses ressources humaines qui doivent disposer de capacités intellectuelles, morales, professionnelles à même d'impulser le sursaut national, toutes choses que nous souhaitons vivement de la part de nos cadets qui restent à vos côtés pour faire de notre pays une terre intégrée de promotion économique, sociale et culturelle. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, bonne chance et plein succès. Les partants à la retraite ont reçu chacun des cadeaux symboliques. Un cocktail leur a été offert également, au cours duquel le chef du gouvernement a assuré de la disponibilité de son département. Et sur la même lancée, 10 agents de l'ORTM ont eux aussi fait valoir leur droit à la retraite. Le syndicat et la direction de l'office, en reconnaissance des services rendus, leur ont rendu hommage mérité à travers une cérémonie de départ. C'était à la cantine de l'ORTM, présidée par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Reportage de Fademba Keïta. Ils sont au total 7 fonctionnaires et 3 contractuels. Après de loyaux services rendus à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali a bénéficié de cette cérémonie empreinte d'émotion. C'est très dur, mais c'est très beau. C'est un plaisir pour nous de vous accompagner aujourd'hui.
Prévaloir son droit à la retraite, ce n'est pas une chose facile, qui n'est pas donnée à tout le monde. Remercier Dieu et prier pour nous autres. L'administration de l'ORTM se réjouit du parcours professionnel de ses animateurs producteurs, assistants de presse et de réalisation, mécaniciens, comptables et techniciens. Tous, nous avons su apprécier leur grande qualité professionnelle et surtout leur esprit d'équipe. Des atouts qui ont permis à ces braves travailleurs qui vont à la retraite de s'acquitter avec succès de la mission de contribuer à la conception et à la diffusion de programmes radio et TV reflétant les préoccupations de l'ensemble de leurs concitoyens. Après les mots de remerciement, le porte-parole des partants invite ses cadets à toujours honorer la structure en travaillant avec amour et abnégation. Et le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'être assidus, être présent toujours à l'heure où on vous fait appel. Faire le travail soigneusement, avec conscience. Le jeu en vaut la chandelle, estime le ministre de tutelle, car nos aînés et collègues ont contribué à rehausser l'image de l'Office de radiodiffusion télévisée du Mali à travers le travail bien fait. C'est le lieu pour moi de vous témoigner, chers aînés, toute la reconnaissance des plus hautes autorités pour le travail accompli dans des conditions souvent très difficiles tout au long de votre carrière. Je saisis aussi cette occasion pour vous dire que même à la retraite, vous resterez toujours membre de la grande famille de la communication en général et de l'ORTM en particulier. Et par conséquent, vos cadets qui prendront la relève auront toujours besoin de votre expérience, de votre expertise pour le bon accomplissement de leur mission. L'association de secours mutuels et le Fonds social de l'ORTM ont remis à chaque partant des enveloppes symboliques. Des bénédictions et un cocktail ont mis fin à la cérémonie. Une bonne retraite à vous. Cette nouvelle, l'ancien juge islamique de Tombouctou, le nommé Mohamed Di Oukaouka, vient d'être arrêté par les forces armées et de sécurité du Mali. Les hommes du colonel Keba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, l'ont interpellé dans le cercle de Goudam où il se cachait. Sur place, dans la cité des 333 les habitants se réjouissent de cette arrestation et félicitent les FAMA pour cet acte de bravoure. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Création cet après-midi d'un groupe parlementaire qui entend soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est un regroupement de 11 partis politiques qui compte 26 députés. Les présidents de ces différents partis politiques se sont retrouvés pour signer un accord. Ibrahima Traoré nous en parle. 11 partis politiques unissent leurs efforts pour former à l'Assemblée nationale l'Alliance pour le Mali. Avec 26 députés, ce groupe parlementaire se positionne comme la deuxième force politique à l'hémicycle. Son but, accompagner le président de la République et son gouvernement à relever les grands défis de l'heure. Nous engageons à soutenir l'action du président de la République pendant la durée de son mandat. Soutenons la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. Inscrivons notre démarche dans le rassemblement et le renouveau démocratique. Affirmons notre attachement à l'instauration d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect de la volonté des citoyens et des principes républicains et démocratiques. Décidons de la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui réunira l'ensemble des députés de tous les partis signataires, dénommé Alliance pour le Mali, pour soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement. C'est donc un soutien de taille que le chef de l'État vient de bénéficier. Dans la déclaration commune, ces différents partis politiques précisent qu'ils partagent un point de vue convergent sur les problèmes que connaît le Mali. Ils sont aussi attachés au respect des principes démocratiques et républicains, à la sauvegarde de la paix, de la cohésion nationale, aux valeurs de liberté, de justice et de solidarité. L'Alliance pour le Mali se dit enfin convaincue que la réconciliation et le rassemblement des Maliens, la relance de l'économie ou encore le retour effectif du pays sur l'échiquier international ne peuvent être réalisés que dans l'unité. Et nous sommes dit, à partir du moment où nous avons tous soutenu le président de la République au premier ou au deuxième tour, ce n'est plus utile de continuer à laisser nos forces éparpillées. Et nous avons pensé qu'on serait plus utile
en mettant nos forces ensemble, en créant un grand groupe à l'Assemblée nationale pour stabiliser davantage la majorité présidentielle. Et nous pensons que les députés que nous avons joueront le rôle qui leur revient, permettre également au président de la République et à son gouvernement de conduire avec toute la sérénité requise les chantiers qui sont ouverts et également contribuer à l'installation véritable de la nouvelle démocratie dans notre pays. Nous attendons concrètement qu'ils appuient concrètement l'activité du président de la République. Ce n'est pas les phrases ou les discours qui vont importer ici. Il s'agit d'engager des actions au niveau des partis et des militants pour que toutes les transformations qui sont annoncées par le président de la République, que nous arrivons à les réaliser. À travers ce regroupement, l'Alliance pour le Mali entend apporter sa pierre au changement tant souhaité par le peuple malien. Rendez-vous est pris pour très bientôt à l'hémicycle pour concrétiser l'engagement pris par les uns et les autres. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience en fin d'après-midi le directeur général de la société Orange Mali, Jean-Luc Bonne. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution de la société dans notre pays et son apport en termes de taxes et impôts. C'était donc cet après-midi, en fin d'après-midi, à Koulouba. Le président de la République a donc reçu le directeur général de la société Orange Mali. Sur un tout autre sujet, un projet consacré à la sécurité humaine a été lancé à Bamako ce matin. Le projet initié par WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, va cibler la société civile. Il s'agit de renforcer sa capacité dans le cadre de la consolidation de la paix et de la sécurité humaine. Reportage de Rachel Kessogui. La société civile pour une stratégie de la sécurité humaine au Mali est un projet qui vise à faciliter le développement d'approches globales de la sécurité humaine afin de faire face aux questions complexes de la paix et de la sécurité dans le pays. Le projet s'est fixé pour objectif appuyer un réseau solide des dynamiques de la société civile afin qu'elle puisse mobiliser une masse critique autour des questions liées à la sécurité humaine au Mali. Ensuite, renforcer les capacités des membres des organisations de la société civile dans la promotion et le pilotage d'une stratégie de sécurité humaine qui englobe tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Et ensuite, renforcer les bonnes pratiques en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Selon le président du conseil d'administration du WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, la consolidation de la stabilité d'un pays passe par le respect des principes de la sécurité humaine. Un principe serait organiser la société civile. C'est ramener la société civile à se dire qu'elle a un rôle fondamental à jouer autour des gouvernants, autour des autorités politiques, autour des autorités judiciaires, institutionnelles, que cette société civile a un rôle de veille et de garde à jouer sans relâche pour que le Mali se retrouve dans son lustre d'antan. Le WANEP a pour missions essentielles de promouvoir l'échange régulier d'informations, d'expériences et de ressources sur les questions de bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'action humanitaire et de la prévention des conflits. La rentrée universitaire de la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako s'est faite sous le thème Parti politique et démocratie. À cette occasion, une conférence a été animée par le professeur Abdoulaye Diarra. La rencontre a permis aux étudiants et aux acteurs politiques de comprendre le rôle des partis politiques. Karine Pérou était à la conférence. Voici son reportage. Ce n'est pas une conférence débat proprement dite, mais plutôt une leçon inaugurale de la rentrée de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Cette rentrée a pour vocation de guider et d'orienter les étudiants afin de leur faciliter certaines démarches en termes de recherche. Le thème choisi pour la circonstance est Parti politique et démocratie. À ce titre, le professeur Abdoulaye Diarra, le recteur de la dite université, a été choisi pour dispenser cette leçon inaugurale. L'histoire des partis politiques correspond à l'histoire des sociétés organisées, et que le régime juridique des partis politiques évolue en fonction des pays, mais que les partis ont le même objectif, c'est-à-dire de contribuer au renforcement de la démocratie et de la liberté politique. Et je pense que dans une démocratie viable, les partis politiques sont incontournables, indispensables, tant au niveau de l'éducation des citoyens qu'au niveau de l'acquisition du pouvoir politique par des moyens légaux. Compte tenu du statut et de l'expérience du conférencier, les étudiants présents ne pouvaient qu'en tirer profit. J'ai compris comment un parti politique peut mettre dans un État
démocratique. Quel est le rôle et l'organisation des partis politiques dans un État démocratique? J'ai compris aussi l'influence des partis politiques dans la démocratie. Avec ce que le conférencier nous a dit, les documents qu'il nous a suggérés, bon, si on a pu se faire une référence à ça, ça peut nous aider beaucoup. Cette leçon inaugurale marque ainsi la volonté des responsables universitaires de prendre en compte les réalités de notre pays. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui a démarré les cours, compte aujourd'hui près de 30 000 étudiants. Ils sont encadrés par moins de 400 enseignants, dont seulement 165 permanents. Pour cette rentrée 2013-2014, notre université se prépare pour le système licence, master, doctorat. Nous célébrons notre armée ce 20 janvier pour une armée forte, une armée à hauteur de mission. Les autorités du pays ont une vision claire, donner à l'armée malienne son lustre d'antan. Cette armée qui était la fierté du peuple au-dedans ou au-dehors, cette armée issue de la nation malienne a besoin d'un soutien indéfectible. Madame Sagara. Améliorer les conditions de vie des forces combattantes pour l'exercice de leur mission, c'est la vision des hommes politiques et décideurs qui ont assisté et appuyé de plus près les hommes sur le théâtre des opérations. Nous avons effectué une mission dans toutes les régions nord du Mali. Nous avons rencontré toutes les communautés du nord. Nous avons discuté avec eux. Nous avons fourni un rapport au retour. Nous avons informé l'ensemble des députés. Nous avons interpellé le gouvernement, à l'époque, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité intérieure, le ministre de la défense des anciens combattants, le ministre chargé des relations avec les institutions. Nous avons évoqué tous les problèmes que nous avons rencontrés et nous avons formulé des recommandations. Aujourd'hui, je pense que le diagnostic est assez consensuel. Tout le monde est assez d'accord que notre priorité a été loin d'être la paix, la sécurité, la défense du territoire national, donc la vigueur de l'armée, la formation des hommes, la motivation des hommes, l'amélioration des conditions de vie des hommes, mais aussi leur équipement adéquat, leur équipement en face des menaces et leur équipement conformément au type de menaces qui se profilent ou qui se profilent à l'horizon. Aujourd'hui, il s'agit de sortir de cette situation. Pour la réussite des missions confiées aux forces armées et de sécurité, la décision politique est capitale et primordiale. Faisons confiance aux nouvelles autorités sous l'égide du chef de l'État, le chef suprême des armées, et qui a la crédibilité nécessaire pour engager les réformes qui sont nécessaires à l'amélioration des conditions de vie au sein des casernes et à l'amélioration de manière générale de la situation de notre armée pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. D'abord, il faut recruter. Deuxièmement, il faut acheter du matériel. Il faut former les gens. Ça prendra du temps, c'est clair et net. Troisièmement, bon, je pense qu'avec les accords peut-être à venir maintenant, nous pourrons peut-être souffler un coup et attendre que ce temps nécessaire à la formation de ces jeunes et à l'achat de ce matériel se passe. Il y a urgence. Parce que je ne pense pas que l'opération soit terminée ou que se terminera assez vite. Je ne veux pas être pessimiste, mais bon, c'est des gens, on a affaire à des gens qui sont quand même durs dans ce genre de domaine, qui ont de l'expérience de la résistance, qui savent ce que c'est que la guerre psychologique, surtout parce que là on est vraiment en guerre psychologique, hein, c'est faire exploser des gens, c'est très psychologique, ça compte. Et nous continuerons à avoir besoin de cette couverture aérienne dont je vous parle, et satellitaire éventuellement, je ne sais pas, il y a des accords aujourd'hui mondiaux qui se font, il y a des pays qui sont dans le même bateau que nous, qui ont la même menace que nous, parce que si ces gens arrivent même à rebondir, c'est un grand danger pour toute la zone et même l'arrière-zone. Les difficultés dans les manœuvres conjointes des deux armées françaises et maliennes étaient surtout les conditions de vie de nos combattants qui évoluaient lessivés, assoiffés et affamés avec du matériel inadéquat. La collaboration, elle était extraordinaire. Bon, ils sont venus, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés avec l'appui aérien et puis l'appui des troupes au sol, quelques troupes au sol en fait. Donc ils nous ont aidés et on a commencé à faire la reconquête jusqu'au niveau des Gao.
Donc à partir de Gao aussi, il fallait reprendre Bourem. On a travaillé de commun accord. On a travaillé sérieusement ensemble pour la reconquête carrément de la région de Gao. Parce que la région de Gao, elle était carrément difficile. Parce que la région de Gao, ça part de Gao, de Gossi, jusqu'à Menaka. Le rythme de l'opération Serval était à un rythme un peu plus accéléré. Et il s'agissait de partir avec Serval sur Tombouctou et Gao avec la même armée qui connaissait les mêmes difficultés. Donc nous avons dû adapter très rapidement le rythme de nos opérations, plus ou moins sur le rythme de l'opération Serval. Donc cela ne s'est pas passé quand même le plus facilement du monde, mais c'était un impératif opérationnel, on n'avait pas le choix. Et ça nous a permis d'être à Gao, à Tombouctou, très rapidement avec Serval. Il faut indiquer qu'arrivé au niveau de ces deux régions, pendant une bonne période, nos forces armées étaient arrivées à peu près sur leurs limites, sur beaucoup de plans logistiques et même en termes d'unités disponibles pour continuer le reste de la manœuvre. Une situation qui, au-delà des militaires, interpelle toutes les couches de la société, notamment les hommes politiques. Au-delà de l'aspect économique, la sécurité n'a pas de prix. Une armée ne se crée pas pour un événement. Une armée est créée pour prévenir. Et si nous réussissons la prévention, basée sur les renseignements, sur l'équipement, je suis sûr qu'on ne sera jamais plus surpris. Mais l'homme malien a besoin de cette culture patriotique qui a souvent manqué. Pour plusieurs raisons. Donc, à mon avis, pour qu'on ne retombe plus dans ça, administrer étant prévoir, nous devrions être vigilants et avoir des projections justes en matière sécuritaire, en matière de développement, en matière d'intégration communautaire. Nous devons faire corps derrière les autorités. Nous devons nous engager tous ensemble dans la voie des réformes. Nous devons savoir faire les sacrifices qu'il faut pour mettre à disposition les ressources nécessaires aux forces armées de sécurité afin qu'elles soient à hauteur de souhait. Cette appréciation renforce ainsi l'idée que cet outil de défense nationale doit bénéficier de toutes les attentions requises. Parlons à présent du Festival féminin 2014, la 7e édition du Festival international au féminin dénommé Les Voix de Bamako s'est ouverte hier soir. Le festival a lieu au Palais de la Culture sur les berges du fleuve Niger. La manifestation présidée par la première dame Keïta Aminata Maïga a pour thème cette année la paix et la réconciliation nationale. Retour sur le temps fort de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Modibo Soari. Inscrit depuis sa création en 2008 dans l'agenda culturel du Mali, le festival Les Voix de Bamako a pour objectif de stimuler la recherche et la créativité dans les domaines des arts et du spectacle. Il est aussi et surtout un espace de rencontre et d'échange culturel mettant en exergue les valeurs traditionnelles, les coutumes de l'Afrique. Notre festival est dédié aux femmes africaines qui se battent pour leurs enfants et leur pays. C'est pourquoi nous avons mis un accent particulier sur les aides ménagères. En un mot, notre festival donne l'occasion à ces jeunes filles et à ces femmes souvent oubliées de communier avec les grandes personnalités. Jusqu'au 19 janvier, sur les berges du fleuve Djoliba, le public fera la fête à travers des spectacles sur différentes scènes musicales. Aussi, un marché est implanté sur le site du festival où on trouve des produits artisanaux de belle facture avec le label africain. Des ateliers, des conférences, débats sur les conditions de la femme seront également au cœur de ces rendez-vous de 2014. Cette rencontre est dédiée aux femmes maliennes et africaines. Cela ne suffit pas que les hommes soient inscrits, mais sans faut. Nous sommes dans une société patriarcale où les pratiques artistiques et culturelles sont souvent à l'avantage des hommes. Le Festival international au féminin
contribue ainsi donc à changer ses pratiques et perceptions pour donner aux femmes leur autonomie, leur dignité. Autonomie et dignité, autant de mots qui cadrent bien avec le thème central de ce festival portant sur la paix et la réconciliation nationale au Mali. J'appuie ce festival parce que c'est un lieu de rencontre, d'échange et de développement pour tout être humain. Vous savez, la culture est un maillon très fort du développement. Donc c'est un festival qui mérite d'être encouragé. Au-delà de sa programmation artistique et culturelle, le festival Les Voix de Bamako est engagé et citoyenne. L'événement se poursuit jusqu'au 19 janvier 2014 sur l'esplanade du Palais de la Culture de Bamako sur les berges du fleuve Niger. Vous êtes donc invité à y faire un tour. L'hôpital du Mali a tenu ce vendredi la première session de son conseil d'administration en ce qui concerne le budget 2014-2018 inscrit dans le projet d'établissement. Il s'élève à 35 milliards de francs CFA. Cette enveloppe permettra de faire de nouvelles réalisations pour de meilleurs services. Fatoumata Koni. D'un coût total de 35 milliards de francs CFA, le projet d'établissement de l'hôpital du Mali est axé sur la rénovation, l'amélioration des ressources humaines, le renforcement des capacités du personnel. Pour cette première session, les administrateurs de l'hôpital du Mali vont approuver et amender ce projet. Les 35 milliards de francs CFA contiennent à peu près 686 millions pour le recrutement, l'affectation du personnel. Et nous avons près de 448 millions pour le renforcement de capacité du personnel. Et nous avons 18 milliards pour l'acquisition d'équipements. Et enfin 5 milliards pour l'aménagement. L'hôpital du Mali a été ouvert en 2010 grâce à la coopération sino-malienne. On s'est adressé à nos partenaires. Finalement, ce sont les Chinois qui nous ont appuyés dans l'équipe médicale chinoise. Donc actuellement, on a le physicien médical, mais on attend d'avoir aussi les consommables. Cette coopération avec les Chinois, nous sommes actuellement à la 23e équipe. L'hôpital du Mali est situé à Missaboukou. Ce centre hospitalier a une capacité de 150 lits, dont 3 réservés à la réanimation. Les responsables envisagent la construction de nouveaux services d'urgence et un bloc opératoire. 112 000 tonnes, toutes céréales confondues, c'est l'objectif que l'Office du Niger se propose d'atteindre dans son plan de campagne 2014-2015. Ce plan a été soumis aux administrateurs lors de la 33e session de son conseil, une session tenue ce vendredi à Ségou. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'Office a besoin de mobiliser plus de 27 milliards de francs CFA au titre de 2014. Le reportage est de Condessila. Le bilan partiel de la campagne agricole 2013-2014, le plan de la campagne 2014-2015 et le budget y afférent sont entre autres points examinés par les administrateurs de la 33e session ordinaire de l'Office du Niger. Le budget soumis se chiffre à un peu plus de 27 milliards et demi de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la contribution de l'Office du Niger à l'atteinte de la souveraineté alimentaire de notre pays. Ce renforcement du rôle de l'Office du Niger dans l'émergence du Mali comme puissance agricole dans notre sous-région se traduira par un accroissement du risque des aménagements, l'intensification de la diversification des productions agricoles, une meilleure intégration des activités agro-silvopastorales et halieutiques, le renforcement des capacités des organisations paysannes et des agents de l'Office Niger. Il sera question de mettre en place une agriculture salariale permettant aux entreprises agricoles de bénéficier de la pension de retraite à l'instar des autres corps de métier. 137 510 hectares de superficie en riz et en spéculation maraîchère pour une production totale de plus de 112 000 tonnes sont entre autres objectifs majeurs que l'Office du Niger se propose d'atteindre pour la prochaine campagne agricole. Pour la réalisation de ces objectifs, la structure sera comptée sur l'État, les exploitants agricoles, mais également sur les partenaires techniques et financiers. En outre, les administrateurs devront aussi examiner le programme annuel d'entretien,
le plan de recrutement du personnel au titre de 2014, tout en formulant des recommandations qui devront permettre à l'Office du Niger d'être le grenier de l'Afrique. Les travaux de l'Assemblée générale statutaire des producteurs de riz ont commencé ce vendredi ici à Bamako. Cette assemblée doit corriger les insuffisances et améliorer les acquis. Elle se doit aussi de formuler des recommandations pour rendre la plateforme des producteurs de riz plus compétitive dans le monde des affaires. Mamadou Sidibé. Cette assemblée générale statutaire de la plateforme nationale des producteurs de riz consacre la fin du mandat du bureau. Les travaux de l'assemblée seront généralement dirigés vers les nouvelles orientations de la plateforme. On entend aller sur deux choses principales, notamment le recensement des producteurs de riz au niveau de tous les bassins de production pour connaître les superficies aussi et les rendements moyens par bassin. Cette nouvelle politique va permettre à la plateforme de mettre à la disposition du gouvernement une statistique fiable des stocks paysans. La présente rencontre vise aussi à évaluer le mandat du bureau sortant. Il y avait deux choses à faire. Il y avait la structuration d'abord du mouvement. Il fallait organiser d'abord les producteurs et ça c'est un travail qui a été fait avec l'appui des chambres du réseau des chambres d'agriculture et de l'AOPP. Mais il y avait aussi d'autres enjeux. Donc des enjeux notamment sur la fluctuation des prix et le diagnostic aussi de la situation. Chacun a un petit bout d'information de son côté, mais il fallait mettre tout ça ensemble pour avoir une vision large de la riziculture au Mali. En fin des travaux, les délégués vont élire un nouveau bureau. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État malien a débloqué pour la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments administratifs de Tombouctou. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'urgence élaboré par le gouvernement au profit des régions du Nord. Dans la cité des 333 saints, une vingtaine de structures sont concernées par les travaux. ORTN Tombouctou, reportage de Adam Adjindi. Bureau littéralement saccagé, incendié après le passage des groupes armés. C'est le visage qui présente la direction régionale de la concurrence de Tombouctou à l'image des autres services publics. Le gouvernement malien vient de décaisser près de 3 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la reconstruction d'une vingtaine de bâtiments publics. Le gouverneur de région était tout heureux de poser la première pierre des travaux. Si aujourd'hui nous sommes ici pour faire le lancement des travaux d'urgence de réhabilitation et de reconstruction, c'est pour magnifier les efforts du gouvernement qui déploie tous les efforts qu'il faut pour nous mettre dans les conditions de commodité nécessaires au travail. Pour ce faire, 2 entreprises ont été retenues, l'une locale et l'autre de Nyono. Le maître d'ouvrage délégué est confié à l'agitière et les entreprises ont promis de respecter les 2 mois de délai. Le délai doit être obligatoirement tenu. Et là, nous allons mettre tous les moyens pour que le délai soit tenu. Dans notre intérêt d'abord en tant qu'entrepreneur pour aller plus loin et aussi pour montrer que le pays reprend et que les entreprises du Nord également ont la capacité de répondre à l'appel de la nation. Donc je pense que nous serons tous ensemble pour que cette réussite soit absolument assurée. Ces futures infrastructures permettront d'améliorer les conditions de travail des agents sur place. Nous quittons Tombouctou pour Gao, où du matériel d'assainissement a été remis aux autorités de la ville. Un don du collectif Cri de cœur qui souhaite ainsi apporter sa contribution dans la lutte contre le choléra, dont financé à près de 54 millions de francs CFA par Secours Islamique France. Les précisions sur la cérémonie de remise du don avec Daouda Zoumana Traoré. La préservation d'un environnement salubre et assaini est le cheval de bataille du collectif Cri de cœur et Secours Islamique France. Ces 2 partenaires s'attaquent aux sources du choléra que sont les ordures, les eaux usées et certaines pratiques de la population. Les matériels fournis sont une trentaine de dispositifs d'hygiène pour la propriété de la main, une vingtaine de poubelles et des latrines estimées à 53 820 000 francs CFA. Le choix des élèves comme cible principale se justifie par le fait que la couche juvénile est la couche la plus vulnérable à la propagation de ce fléau. Les actions menées, ça et là, ne peuvent se faire sans l'accompagnement d'un partenaire financier. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les bénéficiaires, de remercier également notre partenaire financier, Secours Islamique France.
Le partenaire français est fier d'avoir aidé la population dans l'assainissement de son cadre de vie. Nous intervenons dans l'hygiène, dans l'assainissement et dans la protection des enfants. Donc c'est pour moi un grand honneur de contribuer aujourd'hui au rétablissement des conditions d'hygiène meilleures ici à Gao. Les messages des affiches, des sketchs du club Soulam et de l'orchestre régional de Gao sont des supports utiles à une campagne de sensibilisation, d'éducation et de communication pour un changement de comportement. C'est pour nous une occasion de rappeler aux élèves surtout qu'ils doivent être toujours propres. Pour Zina Koulibaly, directeur adjoint du centre d'animation pédagogique de Gao, et Yacouba Maïga, porte-parole des écoles bénéficiaires des latrines, des efforts doivent être fournis par les collectivités pour le ramassage des ordures déposées devant les écoles. Et toujours dans le même domaine, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement poursuit sa sensibilisation sur la gestion des ordures à Bamako. Il s'agit d'inciter les populations à adhérer à la journée nationale de l'assainissement initiée par le gouvernement pour rendre Bamako plus propre. Les agents du ministère ont rencontré les chefs de quartier et les leaders religieux. Youssef Diakité. C'est le budget d'État. Non, c'est le budget d'État. La justice, c'est le budget d'État. Et l'État, c'est nous tous. Non, je ne peux pas comprendre. L'assainissement. Il s'agit là d'expliquer aux populations à la base les contours du programme d'urgence d'assainissement de Bamako et l'adhésion de ces dernières à l'institutionnalisation de la journée nationale de salubrité. C'est un truc que nous attendions depuis très longtemps pour que le gouvernement puisse prendre part au problème d'ordure, au problème d'assainissement. L'assainissement va avec la santé. Quand on comprendra cela, je pense que les gens vont s'impliquer. Ici, le point de désaccord, c'est l'application stricte des lois et règlements régissant la question de l'assainissement. La répression n'est pas d'accord pour nommer. Parce que du fait qu'on doit quand même sensibiliser d'abord. Parce que, précise-t-il, toutes les étapes de la chaîne doivent être respectées. La répression doit attendre que la chaîne de gestion soit fonctionnelle. Mais le gouvernement reste ferme et prend ses responsabilités. Aujourd'hui, administrative, vraiment de prendre toutes les responsabilités pour appliquer la loi. Au-delà du politique, chaque citoyen est acteur de l'assainissement et de l'environnement. Et oui, si chacun pouvait balayer devant sa porte avec précaution, le quartier, la ville, tout comme le pays tout entier, vivrait mieux. Place au sport, football, championnat d'Afrique des Nations. La Polsé vient de jouer sa deuxième journée de match de poule. Le Congo vient de battre 1-0 l'Éthiopie et se relance dans la compétition. La rencontre Ghana-Libye s'est soldée par un match nul, 1-partout. Le point avec Aldjumatina. Victorieux lors de leur première sortie, le Ghana et la Libye qui s'affrontaient en cette deuxième journée de la poule C n'ont pu se départager, alors que l'équipe qui arrivait à gagner allait se qualifier dès cette deuxième journée. Et ça a failli marcher pour les Black Stars habillés en blanc, qui vont prendre le devant dès la 6e minute grâce à Yahya Mohamed. Les chevaliers de la Méditerranée de Libye s'accrochent et finissent par égaliser à la 72e minute par Faisal Mansour sur penalty. Un but partout, score final. Quant à la rencontre Éthiopie-Congo, malheur aux perdants, car les deux formations avaient été battues lors de leur première apparition. Finalement, ce sont les Éthiopiens en vert et jaune qui vont faire les frais. À la 77e minute, le but des Diables Rouges inscrit par Rudy Bébé scelle le sort de cette rencontre. À l'issue de 2 journées dans ce groupe C, la Libye est leader avec 4 points plus 2. Suivi du Ghana 4 points plus 1. Le Congo se place désormais dans la course avec 3 points. L'Éthiopie, elle, est éliminée avec 0 points. La 3e journée est prévue mardi prochain. Le Congo affrontera la Libye et l'Éthiopie tentera de sauver l'honneur contre le Ghana. Et demain, ce sera au tour du groupe D de passer à l'action pour la deuxième journée de compétition. La RDC sera opposée au Gabon et le Burundi sera face à la Mauritanie. Match à suivre en direct sur le RTM à 15h et à 18h. Quant à moi, je vous retrouve à Sliplet Radio dans l'édition du soir. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Merci de votre fidélité et passez de bons moments sur votre télévision nationale.